Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans une question qui nous touche vraiment tous, la quête du bonheur. Oui, une question universelle. Exactement, parce qu'elle disait bien que tous les hommes recherchent d'être heureux. C'est, c'est fondamental. Mais comment on fait? Ah, c'est là que ça se complique. Justement, nos sources du jour, tirées de progrès, travail et bonheur humain, nous invitent à regarder ça de plus près. Les liens entre bonheur, progrès, travail et la technique. C'est pas toujours simple. Non, c'est clair. C'est souvent très intriqué. Notre objectif aujourd'hui, c'est un peu de démêler tout ça. Est-ce que le progrès, au fond, ça nous rend vraiment plus heureux? On entend souvent parler de son ambivalence. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Hmm. Et le travail dans tout ça? Ouais, le travail. Est-ce que c'est une corvée, une sorte de punition, ou est-ce que ça peut nous apporter quelque chose, nous épanouir? La grande question. Et puis la technique, la technologie, alliée ou plutôt un obstacle à notre bien-être? Bref, on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Prêt? Allons-y. Bon, pour commencer, mettons-nous d'accord sur les mots, c'est important. Les sources insistent sur une différence clé, développement et progrès. Oui, c'est pas la même chose. Le développement, c'est plutôt neutre. C'est la croissance, l'expansion. Ça se déploie, quoi. D'accord. Et le progrès alors? Le progrès, lui, il y a une idée de direction, d'amélioration. C'est une marche en avant, vers un idéal qu'on s'est fixé. Ça s'oppose à l'idée de rester sur place, à l'immobilité. C'est voulu comme un mieux. Ah, mieux. D'accord. Et le bonheur, comment le texte le définit? Alors le bonheur, c'est présenté comme un état de satisfaction. Mais attention, pas n'importe laquelle. Une satisfaction complète et surtout durable. On parle de plénitude, de félicité. Donc, pas juste un petit kiff passager. Non, c'est ça. C'est différent du simple plaisir qui, lui, est vu comme éphémère, qui ne dure pas. Le bonheur, ça aspire à rester. Hmm. Mais alors, il n'y a pas une tension là, d'entrée de jeu. Le progrès, c'est ce mouvement perpétuel, cette course en avant, Oui, toujours chercher mieux. et le bonheur qui voudrait, lui, s'installer, durer. Comment ces deux-là peuvent cohabiter? C'est un peu contradictoire, non? C'est exactement là que ça devient passionnant. Comment on gère cette tension? Comment concilier ce besoin de stabilité du bonheur avec cette dynamique constante du progrès? Hmm. Et les sources proposent des pistes. Oui, elles explorent différentes manières dont on a essayé de répondre à ça historiquement. La plus, on va dire, la plus courante peut-être aujourd'hui, c'est l'approche hédoniste. L'hédonisme, c'est-à-dire? En gros, l'idée que le bonheur, c'est l'accumulation. Accumulation de biens matériels, la bonne santé, les plaisirs d'essence. Maximiser les plaisirs, minimiser les peines. C'est associé à Aristippe de Cyrène dans les textes. Ça semble assez intuitif dans notre monde, non? Avoir plus pour être plus heureux? Intuitif peut-être, mais ce n'est pas la seule voie. Les sources présentent aussi ce qu'on appelle l'eudémonisme. Eudémonisme. Oui, là l'idée c'est que le bonheur est lié à la vertu, à une forme d'excellence morale ou spirituelle. Et dans cette famille, il y a l'épicurisme qui est particulièrement intéressant. Ah, Épicure, on en entend souvent parler. Le plaisir, c'est ça? Oui, mais attention, hein, Épicure dit bien que le plaisir est la clé, mais il prévient. Tous les plaisirs ne se valent pas, il faut faire le tri. Faire le tri, comment ça? Il propose une classification en fait. 3 catégories de désirs, et donc de plaisir. D'abord, ceux qu'il appelle non naturels et non nécessaires. C'est-à-dire? La gloire, le pouvoir, le luxe. Tout ce qui brille, mais qui, selon lui, ne fait qu'agiter l'âme et nous rendre dépendants. Cela, il dit, faut les fuir. D'accord. Catégorie 1, à éviter. Ensuite, Ensuite, les plaisirs naturels, mais non nécessaires. Là, on trouve par exemple les plaisirs gastronomiques, les raffinements, le sexe aussi. cela, c'est bon. On peut en profiter, oui, mais avec modération. Le piège, c'est d'en devenir esclave, d'en avoir besoin absolument. Donc modération. Et la troisième catégorie, j'imagine que c'est la bonne. Exactement. Les plaisirs naturels et nécessaires. Manger quand on a faim, boire quand on a soif, avoir chaud, être en sécurité. Des choses simples, fondamentales. Le minimum vital, en somme. Oui, mais pas seulement. Épicure ajoute quelque chose de crucial, philosopher. Comprendre le monde, apaiser ses craintes par la raison, cultiver l'amitié. Ça fait partie des besoins naturels et nécessaires pour lui. Philosopher comme besoin nécessaire, c'est fort. Et ça mène à cette image un peu austère. Un peu de pain, un peu d'eau, un peu de paille.
C'est une formule choc, c'est vrai. Mais l'idée derrière, c'est la sobriété heureuse en quelque sorte. En limitant nos désirs à cet essentiel-là, on limite aussi nos potentielles frustrations. On vise la tranquillité de l'âme, l'ataraxie, ce qu'il appelle le souverain bien. Une vie simple pour être serein. C'est une approche. Une approche puissante. Mais il y en a une autre, très différente, présentée aussi par Épictète, le stoïcisme. Les stoïciens, eux, c'est plutôt le contrôle de soi, non? Le détachement. C'est tout à fait ça. Pour les stoïciens, le bonheur ne vient pas de la satisfaction des désirs, même les plus simples. Il vient du détachement par rapport à ce qui ne dépend pas de nous. C'est-à-dire, Il distingue ce qui est en notre pouvoir, nos jugements, nos pensées, nos volontés, et ce qui ne l'est pas, la santé, la richesse, la réputation, les événements extérieurs. et donc il faudrait se concentrer uniquement sur ce qu'on contrôle, nos réactions. Précisément. L'objectif, c'est aussi l'ataraxie, la tranquillité de l'âme, mais en latin en acceptant ce qui nous échappe. Accepter la maladie, la perte, la mort. Accepter l'ordre du monde, le destin, le fameux fatum stoicum. Accepter son destin, ça peut paraître un peu passif, non? Pas forcément. La citation de Sénèque est éclairante. Non pareo deo sed ascensior. Ça veut dire, en gros, je n'obéis pas passivement au destin, mais j'y consens activement. J'adhère à ce qu'il décide. C'est une adhésion volontaire, une façon de trouver la paix en s'alignant avec la réalité, plutôt qu'en luttant contre ce qu'on ne peut pas changer. D'accord, je vois. Donc on a plusieurs chemins. L'accumulation hédoniste, le tri épicurien, le détachement stoïcien. Mais les textes semblent dire qu'au final, satisfaire tous nos désirs, c'est une illusion, une impasse. Oui, c'est un constat assez partagé. Le désir est souvent infini, et chercher à tout combler mène à l'insatisfaction. Et c'est là que le travail entre en jeu, comme une réponse à cette part d'insatisfaction. C'est une des interprétations possibles, oui. Face aux limites du désir, le travail apparaît comme une nécessité, mais aussi, potentiellement, comme autre chose. Parlons-en alors, du travail. Rien que le mot. Tripalium, l'instrument de torture, ça commence bien, hein? L'étymologie est marquante, c'est sûr. Le travail est défini comme une activité physique, intellectuelle, pour transformer la nature, pour répondre à nos besoins. Mais là encore, comme le progrès, on nous dit qu'il a une double face. Absolument. Une ambivalence très forte. D'un côté, le travail est présenté comme souffrance, comme contrainte. C'est l'effort pénible, la nécessité pour survivre. Faut bien manger, se loger, se vêtir. Une sorte de lutte contre une nature qui ne donne rien gratuitement. Une aliénation, disent les textes. Oui, le signe de notre dépendance, de notre condition limitée. Cette vision négative, on la retrouve très tôt. Dans l'Antiquité, le travail manuel était souvent méprisé, réservé aux esclaves. La source cite Platon. Oui, qui trouvait impensable de marier sa fille à un travailleur manuel, c'est ça, hein? C'est l'idée. Et la tradition judéo-chrétienne, elle aussi, porte cette trace. Dans la Genèse, le travail arrive après la chute, comme une punition divine. Tu enfanteras dans la douleur, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. C'est clairement vu comme un fardeau. Un fardeau, une peine. Et cette vision critique, elle traverse les siècles. On pense évidemment à Karl Marx. Marx et l'aliénation par le travail dans le capitalisme. Exactement. Pour Marx, l'ouvrier est dépossédé. Dépossédé du produit de son travail, mais aussi de son temps, de sa créativité, de son humanité même. La citation reprise est terrible. Dans son travail, l'ouvrier ne s'affirme pas, mais se nie, mortifie son corps et ruine son esprit. Ça fait penser au travail à la chaîne, aux tâches répétitives. Oui, ce travail abrutissant où l'homme devient une sorte de machine. Sartre est cité aussi, disant que l'ouvrier devient l'homme d'une seule opération qu'il répète 100 fois par jour. C'est la perte de sens, la déshumanisation. Donc oui, le travail peut être vécu comme une aliénation profonde. Le tableau est plutôt noir, là. Mais alors, comment on arrive à l'autre face? Comment le travail peut-il être source d'épanouissement après tout ça? Ça semble paradoxal. C'est tout le paradoxe. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'idée, défendue notamment par Hegel avec sa fameuse dialectique du maître et de l'esclave, c'est que même ce travail contraint peut devenir un chemin de libération. La dialectique du maître et de l'esclave? Comment ça marche? En résumé, l'esclave travaille, il transforme la nature. Et en faisant ça, il apprend, il développe des compétences, il acquiert une maîtrise sur le monde matériel. Il prend conscience de sa propre capacité à créer, à agir. Et le maître, pendant ce temps? Le maître, lui, profite du travail de l'esclave, mais il reste passif.
Il ne transforme rien. Du coup, il devient dépendant du savoir-faire de l'esclave. Paradoxalement, c'est l'esclave qui, par le travail, s'affirme, se réalise et gagne une forme de liberté intérieure, une conscience de soi. C'est un renversement complet de perspective, hein. Le travail, même subi, devient le lieu où l'humain se découvre et se construit. C'est l'idée. Le travail comme médiation entre l'homme et la nature, mais aussi entre l'homme et lui-même. À partir de là, on comprend mieux comment le travail peut être vu positivement. Alors, quels sont ces aspects positifs mis en avant? Il y a l'idée que le travail structure, occupe l'esprit. La Rochefoucauld est citée. Le travail du corps délivre des peines de l'esprit et c'est ce qui rend les pauvres heureux. Bon, la formule est un peu datée peut-être, mais l'idée est là. Occuper le corps pour soulager l'esprit. Et Voltaire, dans Candide. Oui, le travail éloigne de nous 3 grands maux, l'ennui, le vice et le besoin. C'est très pragmatique. Le travail répond aux besoins, évite l'oisiveté potentiellement néfaste et structure le temps pour ne pas tomber dans l'ennui. Et puis il y a la dignité. Ça, c'est important. Alfred de Vigny qui dit que le travail donne une fierté, une confiance en soi que la richesse héritée ne donne pas. Absolument. Le sentiment de contribuer, d'être utile, de valoir quelque chose par son effort, c'est un facteur d'estime de soi et d'intégration sociale énorme. Et même au niveau de la société, Nietzsche, Oui, Nietzsche, dans Aurore, suggère qu'une société travailleuse est une société plus sûre, plus stable. Le travail comme un facteur de cohésion sociale et de sécurité collective. donc on a vraiment les deux pôles, hein. Aliénation potentielle, mais aussi libération, dignité, accomplissement. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce. C'est exactement ça. L'ambivalence est au cœur du sujet. Bon, et maintenant, si on zoome sur le progrès technique spécifiquement. Les sources nous disent qu'on ne peut plus faire l'impasse là-dessus. Gilbert Ottois, qui alerte, ignorer la technique, c'est devenu dangereux, tellement elle est partout. C'est un point de départ essentiel, oui. La technique façonne notre monde, nos vies, nos relations. Ne pas y penser, c'est un peu mettre la tête dans le sable. Alors, comment les textes l'analysent? D'abord, les bons côtés, j'imagine? Oui, bien sûr. Historiquement, la technique, c'est l'outil qui a permis à l'humanité de survivre, de se protéger d'une nature parfois hostile et puis de l'exploiter pour améliorer ses conditions matérielles. C'est le grand projet de Descartes, non? Rendre l'homme comme maître et possesseur de la nature grâce à la science, à la technique. Exactement. Cette idée que la technique est là pour notre bien-être, pour nous faciliter la vie, réduire la peine, repousser les limites, Nietzsche est cité à nouveau. Depuis le gai savoir, cette fois. Oui, suggérant que la science, et donc la technique qui en découle souvent, cherche à nous donner le plus de plaisir possible et à nous éviter le plus de déplaisir. Et il faut reconnaître que ça marche en partie. L'automatisation qui soulage des tâches pénibles, les progrès médicaux incroyables, échographie, scanner, traitement. Les communications, les transports, c'est indéniable. Lévi-Strauss parlait de progrès manifeste et on voit bien ce qu'il voulait dire. La vie matérielle a été transformée. Mais, car il y a un mais, j'imagine. Oui, un gros mais. Les sources insistent beaucoup sur l'autre face le progrès technique comme source de problèmes graves, voire de déchéance. Comment ça? Par quel mécanisme? Principalement par le détournement de ses finalités. Quand la technique n'est plus guidée par la recherche du bien commun, mais par des intérêts égoïstes, la soif de pouvoir, de profit, la compétition. L'exemple donné, c'est l'industrie d'armement. C'est l'exemple le plus frappant, oui. Toute cette intelligence, cette puissance technique mise au service de la destruction, ça montre bien le potentiel négatif. Mais la critique va plus loin que ça, non? Heidegger est cité. Oui, Heidegger a une critique très profonde. Pour lui, la technique moderne n'est pas juste un ensemble d'outils neutres qu'on utiliserait bien ou mal, c'est une vision du monde. Une vision du monde. Une manière de tout regarder comme une ressource à exploiter, à calculer, à optimiser, à contrôler. Il appelle ça l'arraisonnement. Et le danger, selon lui, c'est que cette logique envahisse tout et nous fasse perdre le sens des choses, le sens de l'être, d'où sa formule un peu énigmatique, la technique et l'organisation de la pénurie de l'être. L'organisation de la pénurie de l'être. En clair, ça veut dire qu'à force de tout vouloir maîtriser techniquement, on oublie de se poser les vraies questions. Sur le sens de la vie, sur notre place. C'est un peu ça, oui. On est tellement pris par le comment faire fonctionner qu'on oublie le pourquoi. Ça créerait un vide spirituel, une superficialité, une course en avant sans but profond. Et cette critique de la technique rejoint une critique plus ancienne, plus morale.
Rousseau. Oui, Rousseau déjà au XVIIIe siècle, dans son discours sur les sciences et les arts, liait le raffinement technique et scientifique à une forme de, de corruption morale. Plus on cherche le confort, le luxe, plus on s'éloignerait de la vertu simple, de l'authenticité. Nos âmes se sont corrompues. La citation est assez directe. Très direct. Et cette méfiance, on la retrouve au XXe siècle avec des penseurs comme Herbert Marcuse. L'homme unidimensionnel. Exactement. Marcuse critique cette société de consommation et de technologie où, selon lui, l'individu perd son autonomie de pensée. On est conditionné à désirer ce que le système produit. On devient unidimensionnel, focalisé sur le matériel. Et les bienfaits de la technique seraient illusoires. Illusoire, ou du moins ambigu, selon Marcuse, car il s'accompagnerait d'une perte de liberté intérieure, d'une standardisation, d'une diminution de notre moralité. On gagne en confort ce qu'on perd en profondeur, en esprit critique. Ce qui nous ramène finalement à cette phrase célèbre de Rabelais, mise en avant dans les sources, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est la clé peut-être. La puissance que nous donne la technique exige une responsabilité, une conscience éthique. Sans ça, elle peut se retourner contre nous. Toute invention devrait être pensée aussi dans sa dimension morale, spirituelle. Bon, après ce panorama assez riche et complexe, qu'est-ce qu'on retient? Le message fort qui semble émerger, c'est que l'équation progrès égale bonheur, elle ne marche pas automatiquement. Non, c'est clair. Le progrès est ambivalent. Il porte en lui le meilleur comme le pire. Et c'est pareil pour le travail, source d'aliénation ou d'épanouissement. Tout à fait. L'ambivalence est partout. Et la conclusion suggérée par les textes, c'est qu'un vrai progrès, un progrès qui viserait vraiment le bonheur humain dans sa totalité, doit absolument intégrer la question de la dignité humaine, la dimension éthique. Intégrer la dignité humaine, qu'est-ce que ça implique concrètement? Ça implique de ne pas réduire l'humain et son bonheur à la seule dimension matérielle ou à l'efficacité technique. Les sources insistent là-dessus. L'être humain, c'est un tout, corps et esprit. Donc, le bonheur authentique, la plénitude, ça passerait par un équilibre. Oui, un équilibre à trouver entre la satisfaction des besoins matériels, qui sont réels et importants, et celle des besoins spirituels, moraux, intellectuels, relationnels. Nourrir toutes les facettes de notre humanité. Cet équilibre entre matériel et spirituel, c'est un bel objectif. Mais dans le monde actuel, avec la pression de la consommation, l'omniprésence de la technologie, c'est pas évident à tenir au quotidien. Non, c'est un défi constant. Et ça m'amène à une dernière pensée, peut-être pour ouvrir la réflexion au-delà de nos sources. Face à toute cette complexité, à ces ambivalences du progrès, du travail, de la technique, comment on fait, nous, individuellement, pour naviguer là-dedans? Quels pourraient être nos repères personnels, nos boussoles intérieures, pour essayer de cultiver un bien-être qui soit vraiment complet, authentique, qui tienne compte de tout ça, sans tomber dans les pièges du tout matériel ou du tout technique? Vaste question. Une question à méditer, assurément. Et c'est sur cette interrogation que se termine notre exploration approfondie d'aujourd'hui.